Bonjour à tous. Eh ben, il est 11 heures pile. Donc c'est mieux que la SNCF, on est pile à l'heure. Alors, donc moi je suis Eric Béma, je suis donc BPI France, accompagnement de BPI France et je suis l'expert référent climat décarbonation. Donc je suis ravi, donc je tiens un peu la boutique avec Julie de ce stand décarbonation toute la journée. Donc on a inauguré notre première séance de pitch de la journée avec, alors a priori, seulement deux pitchs puisque Neotrucks est coincé dans le train venant de Lyon apparemment. Sans plus attendre, nous accueillons donc Airo qui va donc avoir un petit peu plus de temps du coup pour pitcher. Super, à vous. Bonjour, alors je suis Romain Gransart, je vais vous parler de la société Airo. On développe une technologie qui s'appelle les Ocean Wings, qui est inspirée des ailes d'avion, qu'on installe verticalement sur le pont des navires de commerce pour utiliser le vent et les propulser vers l'avant, et donc réduire leur consommation de carburant et a fortiori leur empreinte environnementale. Donc du coup, je vais vous parler du transport maritime. Le transport maritime, vous m'entendez là? Même comme ça? Là, c'est bon? Ok, bon, je vais forcer un peu la voix. Donc, je vais vous parler du transport maritime. Le transport maritime, c'est un transport qui est extrêmement intéressant, qui transporte 9 marchandises sur 10 dans le monde, qui est l'un des plus efficaces. Au kilo transporté, c'est à peu près 60 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que l'avion, par exemple. Mais ça reste un transport très polluant. On a 50 000 navires de commerce qui naviguent en ce moment même, quand on se parle dans le monde. Ça représente 3 milliards de tonnes de CO2 émis par an. C'est l'équivalent à des pays comme le Japon ou l'Allemagne en termes de puissance économique. Donc c'est quelque chose de très significatif. Ça sera bientôt près de 20% des émissions du transport en général. Et pour pallier à ça, l'Organisation maritime internationale a promulgué une réglementation qui vise à réduire de 40% les émissions de CO2 des navires de commerce d'ici 2030 par rapport à leur niveau de référence de 2008. Et cet objectif sera de 70% en 2050. 70%, c'est extrêmement significatif. Dans le transport maritime, sur un navire, on parle de rupture à partir de 5% d'économie de carburant. Voilà, la solution qu'on propose, ce sont les Ocean Wings. Donc, ce sont des ailes inspirées de l'aéronautique en termes de profil, avec un volet arrière qui permet de gérer une cambrure et qui est entièrement automatisé en temps réel en fonction des données météo, et puis qui peut s'affaler. C'est bien sûr un système qui a été breveté et qui peut être multiplié sur un même navire. Donc on peut atteindre jusqu'à à peu près 45% de réduction de carburant sans changer son programme de navigation. C'est un système qui est adapté à la fois pour des nouveaux navires et aussi pour des rétrofits, donc des navires existants qui sont eux aussi soumis à la réglementation environnementale. Et pour certains, en fait, très rapidement, d'ici 1 à 2 ans, ils ne pourront plus naviguer s'ils ne changent pas leur manière d'opérer et leur efficacité énergétique. Alors, l'initiative des Ocean Wings a été lancée en 2010 par notre cofondateur qui s'appelle Mark Van Petegem, qui est un architecte naval qui a aussi fondé VPLP, un cabinet d'architecture navale connu notamment dans la course au large. Et en 2010, pour la Coupe de l'América, il conçoit le trimaran Oracle de l'équipe America. Et en fait, 6 mois avant la course, lors d'un empannage malheureux, donc c'est un changement de position de la voile par rapport au lit du vent, le mât des mâts donc se casse. Et en 6 mois, en fait, ils n'ont pas le temps de refaire une voile conventionnelle. Ils travaillent sur un prototype d'une voile rigide à 2 éléments comme ça, qui permet d'optimiser l'écoulement de l'air et d'avoir une puissance à peu près 2 fois plus de portance qu'une voile conventionnelle à simple membrane. Et donc en fait, ils tentent le tout pour le tout et finalement, ils gagnent la Coupe de l'América. Donc à partir de là, l'idée, c'était de se dire comment on adapte cette brique technologique au transport maritime et proposer des nouvelles technologies de décarbonation. Donc en 2006, un premier prototype est fait sur un trimaran de 8 mètres de long, entièrement automatisé, qui valide le concept et l'approche en termes d'algorithme. En 2018, on fonde Airo et on installe 2 ailes de 12 mètres de haut sur Energy Observer
qui est un catamaran laboratoire qui teste plein de technologies pour la décarbonation du transport maritime, comme l'éolien, les panneaux solaires, les piles à combustible. Ils adoptent notre technologie, ils naviguent 3 ans avec la technologie est toujours installée sur le navire. Et ça nous a permis de valider notre concept en termes de fiabilité, de robustesse, de performance. Le navire a fait le tour du monde, il est allé au pôle Nord. Et de là, on a signé 2 contrats. Un premier qui s'appelle Zen Yacht. Donc ça, c'est un catamaran de 50 pieds, donc à peu près 16 mètres, qui utilise la même voile, mais adaptée au yachting en termes d'interface et de design. Et puis le contrat Canopée, qui a été signé fin 2020. Donc ça, c'est un navire roulier de 120 mètres de long qui va transporter les composants de la fusée Ariane 6 de l'Europe vers la Guyane française, qui a été conçu par VPLP, qui est opéré par Alizé, donc une joint venture entre GIFMAR et Zéphyr Eboré, 2 armateurs français, et qui sera la propriété de GIFMAR, et donc pour le compte d'Ariane Group. Donc les ailes sont en construction en ce moment dans notre usine, qui est basée à Caen. Les bureaux d'engineering sont à Paris. Et on est en train d'assembler, on a reçu tous les principaux composants. C'est un travail de quasiment 3 ans. Et ces ailes seront délivrées dans les tout prochains mois, assemblées, installées sur le navire. Ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui en parlant de mise au point de solutions technologiques, c'était les principaux piliers, les fondamentaux de notre conception. Donc, le premier pilier, c'était la sécurité. Pour amener le changement dans une industrie aussi lourde et avec une notion du risque très particulière qu'est le transport maritime. Le premier point, c'était l'automatisation et de veiller à la sécurité de l'équipage et du navire. Donc nous, on a un système qui est entièrement automatisé, qui peut se dépowerer en temps réel et automatiquement, c'est-à-dire qu'on peut mettre le système dans le lit du vent au besoin et immédiatement, pour relâcher toute pression sur le navire. Et on peut aussi affaler ce navire-là, voilà, pour enlever tout fardage, donc toute exposition au vent qu'en besoin. Le deuxième fondamental, c'était la performance. On a un système qui est 2 fois plus puissant qu'une voile classique et qui génère très peu de turbulences en aval, de l'écoulement de l'air, et donc qui permet de multiplier le nombre de systèmes sur le navire. Donc ça, c'est fondamental si on veut atteindre jusqu'à 70% de réduction de consommation de carburant à terme. Ça faisait partie des éléments clés à adresser dans le design. Troisième point, c'est un système passif, c'est un système extrêmement sobre dans sa consommation d'énergie. On consomme de l'électricité uniquement pour régler le système par rapport à la position du vent. Donc on est à moins de 0,5% de consommation d'énergie par rapport à ce qu'on produit en termes de poussée pour le navire. Et ensuite, une très grande flexibilité d'utilisation. On peut quasiment l'utiliser pour toutes les conditions de vent, jusqu'à 50 nœuds, donc près de 75 km/h. Enfin même 80 km/h. Et en fonction de tous les angles de vent, on est propulsif à partir de 5 degrés de vent apparent. Donc très très vite, on peut émettre une poussée. Voilà, et ensuite notre approche dans la valeur que l'on apporte à nos clients, qui sont des armateurs ou des chantiers navals, c'est vraiment les accompagner tout au long du cycle de vie de l'aile, dès le projet de conception. Donc dès lors qu'ils ont un avant-projet, on les accompagne avec une équipe d'ingénieurs dédiés à la performance et à l'analyse de l'intégration du système sur leur navire, aussi bien en besoins structurels, systémiques ou électriques. Ensuite, bien sûr, on design et on fabrique ces ailes géantes. C'est des ailes de près de 40 mètres de haut. Et puis tout le système d'automatisation, on a développé notre propre algorithme propriétaire. Puis ensuite, bien sûr, la continuité d'opération avec de la maintenance, du service à distance, de l'analyse de données, du reporting, qui seront des éléments requis par la réglementation environnementale. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui concernant Aero. Je crois qu'ensuite on a une session de questions-réponses si vous avez des questions pour moi. Alors, la question c'est lorsqu'on affale le système, est-ce que le mât reste en place? Donc oui, c'est une bonne question. Le mât reste rigide. Parce que derrière, c'est un enjeu aussi de poids, de complexité pour le système. Et nous, comme je vous ai dit, notre premier fondamental, c'était la sécurité. Et donc sur le premier de série, sur Canopée, le mât sera fixe. C'est uniquement la membrane qui s'affale. En fait, ces éléments-là, ce sont des tissus souples en PLC. Qui sont tenus avec des nervures comme des wishbones de planche à voile, et on peut l'affaler et ça coulisse le long des mâts.
On a lancé un nouveau projet qu'on a annoncé au mois de janvier, qui s'appelle le projet Whisper, avec un consortium de 13 partenaires européens, pour installer une aile sur un vraquier. Et là, on aura un système de bascule. Donc on est en train de développer aussi un autre système pour s'adapter à tous les types de navires. Les vraquiers, les petits pétroliers ont pas mal de contraintes de manutention sur le pont et aussi pour passer sous des ponts. Et donc ça nécessite d'apporter des nouveaux blocs technologiques. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de vent ? Le système qu'on a conçu sert d'hybridation de la propulsion. Donc à peu près aujourd'hui 99% des navires de commerce sont à propulsion thermique. Ils ont des enjeux de livraison à temps et donc ils ne peuvent pas se permettre d'être entièrement dépendants du vent. Donc nous, notre propulseur, et d'ailleurs il fonctionne avec des angles de vent très serrés, puisque comme vous êtes en vélo, vous avez l'impression que le vent vient face à vous. Ça en fait c'est le vent que vous générez en vous déplaçant. Pour les navires c'est pareil, les navires se déplacent entre 10 et 20 nœuds à peu près. Et donc on va utiliser le vent météorologique et le vent généré par l'avancée du navire pour ajouter une puissance secondaire. Cela étant dit, le système étant passif, donc consommant très peu d'énergie, il peut aussi s'adapter en termes de propulsion principale. Et ça, vous pouvez le voir sur des amateurs comme Toth, Grain de Sel, Neoline, qui eux cherchent à avoir de la propulsion principale vélique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi leur fournir et qu'on fera dans un deuxième temps, qui nécessite encore plus de fiabilité puisqu'il repose entièrement sur l'éolien. Alors, est-ce que c'est possible sur les porte-containers ? Donc effectivement, les porte-containers sont les navires les plus complexes à équiper, notamment en rétrofit, c'est-à-dire on prend un navire existant et on le convertit. Donc ça, c'est un projet qu'on a effectivement. On a conçu un système d'ascenseur qu'on a publié il y a 1 an et demi sur un concept de navire innovant en partenariat avec VPLP, Alvena Shipping et SDARI, qui est un cabinet d'ingénierie internationalement reconnu, sur un concept de porte-conteneur avec 6 ailes comme les nôtres et qui prend un système d'ascenseur qu'on a conçu, qu'on a breveté, qui permet en fait d'installer l'aile en transverse par rapport à l'axe du navire, s'il est ici en longitudinal, et de venir le faire glisser verticalement dans la coque du navire. Voilà, en rajoutant sur un... Là, on est sur un 2500 boîtes, en rajoutant 2 mètres de longueur, donc c'est des navires d'à peu près 190 mètres de long. On est capable d'installer 6 ailes. Donc c'est extrêmement intéressant pour eux, qui sont des navires qui se déplacent très vite, qui sont exposés en termes d'empreinte environnementale. Et la plupart des grands armateurs de porte-conteneurs regardent également ces propulsions. On a encore le temps pour une question, le maître du temps. Ouais. Alors, donc dans les projets en cours, on a Canopé avec Ariane Group, Zenit qui est un projet de navire de plaisance. On a annoncé Whisper au mois de janvier qui est avec Ant Topic, donc un armateur dans le domaine du vrac, le transport de minerais. Et puis on a signé d'autres contrats dans le yachting qu'on peut pas encore annoncer puisque c'est à la discrétion du client. Pour les porte-conteneurs, on est en discussion avancée avec les plus grands armateurs de porte-conteneurs. À ce stade, on n'a pas d'annonce à faire, mais on sait que dans les 2 années à venir, les grands vont commencer à bouger. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, les réticences des armateurs à adopter de la propulsion vélique. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est les opérateurs de navires ont déjà un quotidien très difficile. Ils naviguent au milieu des océans, ils ont un niveau de risque qui est quand même relativement élevé à gérer. Quand ils arrivent au port, ils ont des manutentions dans des délais courts, et c'est une industrie à marge serrée. Donc là, clairement, on vient leur compliquer la vie. Ça, c'est clair. Ensuite, donc là on est sur la conduite du changement. Qu'est-ce qui peut motiver des armateurs à adopter du changement ? Plusieurs éléments. Déjà, il y a un élément économique, puisqu'on permet de réduire l'empreinte environnementale en réduisant leur consommation de carburant. Donc on a des routes, dès aujourd'hui, on est à quasiment 3 ans de retour sur investissement, ce qui est quand même très intéressant. On va être entre 5 et 10 ans pour la plupart du temps. Le coût du carburant est très volatile et il est fortement probable qu'il augmente au cours du temps.
Et les fuels alternatifs sont bien plus chers, avec une densité moindre. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent plus de place. Donc l'intérêt des armateurs, ce sera aussi de consommer moins dans le futur, notamment pour les questions réglementaires, et ça c'est le bâton, mais aussi économique en termes de profit. Ensuite, la réglementation. Donc la réglementation devient de plus en plus exigeante. Bureau Veritas a mis une étude l'année dernière. 40% des vraquiers et des pétroliers dans les 2-3 prochaines années, en l'état actuel, ne pourront plus naviguer. Donc eux, ils ont besoin de changer dans leurs pratiques pour pouvoir faire le saut d'obstacle. C'est pas encore suffisamment exigeant, mais ça va se renforcer dans les années à venir. Puis ensuite, l'autre élément du changement, c'est la carotte. C'est vous, moi, les consommateurs finaux. Je pense que le consensus augmente sur le fait que les consommateurs finaux veulent avoir de plus en plus des empreintes carbone réduites sur leur consommation. On l'a vu avec le bio. Je pense que dans les mois et les années à venir, l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation seront de plus en plus visibles avec des labels qui vont arriver, etc. Et la plupart des armateurs ont compris aussi les enjeux marketing d'avoir un cercle vertueux dans le transport des marchandises. On est bon, on a le temps pour une question ou pas? Ok. Bah écoutez, merci pour votre attention et puis au plaisir d'échanger après. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Bon, petit problème de caténaire sur la ligne Lyon-Paris ce matin. Donc, j'arrive juste. Bon, je vous présente Neotrucks. J'appuie sur... j'ai une télécommande, chers amis. Ça ? Cool. Bon, je vais vous parler de révolution circulaire ou comment transformer des tracteurs routiers en nouveaux engins de manutention pour les sites logistiques et les sites industriels. Donc, Neotrucks développe la première offre d'engins de manutention issus de l'économie circulaire, ce qui veut dire que ces véhicules ont eu une première vie sur la route, ceux que vous croisez tous les jours. Ils sont généralement loués en leasing sur 4 ans. Et au bout de 4 ans, on récupère le véhicule pour le remettre un petit peu à neuf et puis le vendre à l'occasion. C'est là qu'un Neotrucks intervient. On récupère un certain type de véhicule chez Renault Trucks, qui est notre premier partenaire. Et on va essayer de cibler jusqu'à 5, voire 6 nouveaux usages de manutention sur les sites industriels ou les sites de logistique. En fonction du contenant, on va adresser différents types de véhicules et on va donc transformer différemment le véhicule source. Donc la chaîne de valeur, bon, elle est simple, hein, donc on acquiert nos véhicules qui reviennent de buyback de chez Renault. Ils vont rentrer dans une logique de démontage de pièces thermiques, mais pas que, hein, il y a du cosmétique aussi. Les couchettes par exemple de la cabine, on ne les garde pas, on les enlève. Et tout ce qu'on va démonter à 90% sera recyclé et revalorisé dans les canaux de vente de pièces détachées du constructeur qui connaissent ses clients depuis plus de 50 ans, donc qui ont toujours besoin de remplacer un moteur, une boîte, des couchettes ou que sais-je. J'ai été un peu vite. Globalement, suivant cette étape, on passe à l'étape de transformation de la cabine, transformation du châssis. On va donc adapter le véhicule à son futur usage et bien entendu, on va l'implémenter sur une nouvelle chaîne cinématique avec des packs batteries qui vont tous se retrouver sous la cabine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire économie circulaire? Ça veut dire qu'effectivement, on va retraiter un véhicule existant. On ne construit pas un véhicule neuf. On part de l'existant, on réemploie un véhicule. On va démonter tout ce qui est thermique, tout ce qui n'est plus utile pour le revendre, pour éviter aussi là de reconstruire des pièces neuves. Une fois que c'est fait, on va faire en sorte de centraliser notre production sur un circuit extrêmement court au plan industriel, puisque globalement, il y a 10 km entre les deux sites principaux majeurs de notre transformation. C'est entre Bourg-en-Bresse et Viriat, c'est dans la banlieue globalement de Lyon. Tout ça pour les véhicules qui seront zéro émission, avec une promesse d'allongement au moins de 10 à 12 ans sur leur vie précédente. Nos batteries sont garanties entre 6 et 8 ans, suivant la dotation. Mais comme elle est modulaire, cette batterie, c'est des modules de 12 kWh, on en a entre 9 et 21. On peut très bien estimer que demain, au bout de 8 ans, on puisse là aussi rétrofiter nos propres packs batteries pour les remettre à niveau. Et en avant, c'est reparti. Comme je vous le disais, donc le process industriel est concentré dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors la promesse, c'est quoi? C'est de réaliser 90 tonnes d'économie CO2 par an et par véhicule. Certains sites, la grosse partie des sites, c'est entre 1 et 2 véhicules, mais certains sites industriels qui nous entourent tous, c'est facilement entre 7 et 12 véhicules. Donc vous voyez, il peut y avoir un impact important sur l'empreinte carbone du client qui utilisera cette nouvelle solution. Alors, viser la neutralité énergétique, ça veut dire quoi? Si on veut vraiment être circulaire, finalement, si on peut éviter de se charger sur le réseau, ça sera encore mieux. Et donc pour cela, on va développer la Green Station. On va s'adapter sur les bâtiments du client ou créer des auvents ou créer des ombrières qui vont, elles, produire de l'énergie solaire, qui vont être stockées dans un petit Algeco jouxtant l'installation. Et c'est ce bâtiment-là qui va pouvoir charger nos véhicules, qui vont adorer d'ailleurs biberonner plutôt que d'attendre des grandes charges longues. Voilà, je vais un peu vite, mais c'est pour laisser du temps éventuellement à des questions. Merci. Les chargeurs qui chargent les futurs camions électriques, là, ils ont quelle capacité en puissance? Bon, j'ai pas fait de présentation technique du véhicule parce qu'on n'en a pas le temps, mais c'est un véhicule qui est doté effectivement d'un chargeur embarqué. Donc, première puissance, il est là-dessous, on embarque 22 kg. Donc, comme on a des dotations qui oscillent entre 72 kW, 110 jusqu'à 210 kWh, la préconisation qu'on fera à nos clients, c'est éviter d'acheter un véhicule de 210 kWh, éviter d'acheter du lithium. Prenez un 110 ou un 72 et équipez-vous d'une borne de charge rapide sur le site. De toute façon, votre écosystème va évoluer. Vous allez avoir de plus en plus de voitures, de VU, de porteurs, de tracteurs qui seront électriques. Donc ça devient un investissement structurel pour le site. Et auquel cas, s'il prend une borne de 75 ou de 100 kWh minimum, il va pouvoir charger ce véhicule en moins d'une heure. Donc quand je livre ce véhicule, il est de fait autonome. On peut le charger avec une prise 380 en 32 ampères, parce que le chargeur est dedans. Par contre, vous chargez avec du 22 kg. Donc si vous avez une batterie de 100, il vous faut 4 heures pour recharger le véhicule si tant est qu'il était quasiment vide. D'accord ? Alors sur ces activités-là, contrairement à la route, nous on est sur des sites privés. Donc le camion, il fait des tours de manège toute la journée, voire toute la nuit, mais il peut biberonner parce qu'il a énormément de séquences de pause ou d'arrêt. Donc en fait, on n'a pas l'anxiété que connaissent nos amis de la route. J'ai répondu à la question? Merci à tous et à toutes. Bonne journée à tous. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je suis le directeur marketing de la société Cariole. Donc aujourd'hui, on va parler dernier kilomètre. Donc le bilan, il est assez sévère aujourd'hui pour notre ville et surtout pour l'ensemble des acteurs. On parle des logisticiens, des transporteurs. Pourquoi? Parce que déjà les 30% du coût total de la supply chain s'inscrit sur les derniers kilomètres et les 20% de la circulation urbaine est causée par les transporteurs et donc pour les marchandises qui rentrent en ville. Et bien évidemment, les 30% de pollution est due à cette dernière partie de la logistique. Si on regarde à l'horizon 2030, les statistiques sont encore plus sévères. Donc on va voir 5 milliards de personnes en ville, ce qui signifie en fait une augmentation de 78% des demandes de livraison sur le dernier kilomètre et bien évidemment plus 36% des véhicules de la livraison. Ça, en fait, ça nous fait dire qu'effectivement, chez Cariole, nous considérons que les transports en ville doivent se faire à vélo et à la main. Voilà pourquoi, depuis le 2015, nous créons des véhicules à assistance électrique qui combinent technologie et ingénierie. Donc, notre technologie est une technologie brevetée mondialement qui permet de transporter jusqu'à 350 kg sans effort. Et l'ingénierie applique tout le reste. On a une autonomie extensible, c'est-à-dire avec des batteries rackables, qui permet effectivement de prolonger les tournées. On a un rapport de poids du véhicule charge utile qui nous rend un peu une petite fourmi, c'est-à-dire on peut transporter 2 fois, voire 3 fois plus, 3 fois le poids de notre véhicule. Et effectivement, par rapport aux véhicules thermiques, on est 1,6 fois plus rapide. Aujourd'hui, Cariole se propose à ses clients, ses 130 clients, avec 1000 véhicules en circulation
à Paris et en France, mais aussi en Portugal et en Belgique. Et nos clients, avec nos véhicules, font à peu près 1400 km par mois. Et ils ont un taux d'indisponibilité moyen du parc de 1,8. Et bien évidemment, ils ont un coût de revient qui se place de 50% moins cher par rapport à un véhicule thermique. Si vous cherchez à savoir qui nous sommes un industriel français, ce qui est plutôt une fierté pour nous, c'est-à-dire que dans un moment de coupure ou de rupture sur ces derniers kilomètres, ce n'est pas forcément à l'étranger qu'on va chercher des solutions, mais c'est un industriel français qui produit et conçoit en France à s'occuper de la problématique. Chez nous, nous sommes 55 CDI, on a déjà presque 9 millions de chiffres d'affaires cumulés, 15 millions d'euros en levée de fonds, donc on a un business model qui a été validé. Et bien évidemment, on a une usine en Lot-et-Garonne de 4500 mètres carrés qui nous permet effectivement de délivrer en 6 semaines à peu près 5000 véhicules par an. Et voilà. Carriole. Donc si vous avez quelques questions... Qui sont vos clients du coup? C'est des grandes entreprises de transport, hein? Alors aujourd'hui, pour les Parisiens, peut-être vous nous connaissez avec Stuart, donc les remorques bleues qui sillonnent la ville. Ils ont un parc à peu près de 200 véhicules. Et sinon, on travaille avec Métro, on a travaillé avec Monoprix et après avec des cyclologisticiens, tout court. Donc c'est du B2B. Nos clients ils sont plutôt B2B et B2C pour justement le transport de colis. Mais effectivement, nous avons un produit qui se prête à tous les différentes marchandises. C'est-à-dire on a quatre produits. Un produit pour les transports de frais, donc à température dirigée. On a un produit pour les transports de colis, donc sécurisé, un module fourgon. On a un pick-up pour tout ce qui est encombrant, et donc hors dimension. Et puis les derniers produits que vous êtes en train de voir là, ça c'est la fantastique porte-palette qu'on appelle remorque avec haillons. Donc c'est un outil qui permet le chargement et le déchargement d'une palette de 350 kg sans outil supplémentaire. Donc pas de transpal. Et ça c'est, je pense, plutôt B2B. C'est bon? Sinon, on est à côté.